Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans votre émission Cocorico. C'est vrai que ça fait beaucoup de temps qu'on ne s'est pas vu. Cette première émission, cette première grande émission Cocorico de l'année 2026, je suis très heureux d'être chez vous aujourd'hui. Voici donc le titre de notre émission du jour. En République démocratique du Congo, le débat sur le dialogue national est relancé. Le président Félix Tshisekedi se dit ouvert à l'initiative, mais à ses propres conditions. Lors de ses vœux au corps diplomatique à Kinshasa, il a insisté sur un dialogue organisé sur le sol congolais, sous contrôle institutionnel et sans remise en cause des institutions ni des décisions de justice. Une position qui interroge alors que l'opposition et plusieurs partenaires internationaux appellent à un dialogue inclusif. Dialogue en RDC, ouverture ou blocage, c'est ce que nous allons essayer d'analyser aujourd'hui avec notre analyste intelligence artificielle, Cocorico, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Alors, Cocorico, avant de prendre Cocorico tout à l'heure, nous allons d'abord vous faire écouter les déclarations du président de la République. Donc, Cocorico sera avec nous, comme d'habitude. Avec Cocorico, nous allons donc essayer d'analyser ce sujet d'actualité. Alors, nous allons commencer par... donc, c'était à l'occasion des présentations des vœux du président de la République devant le corps diplomatique représenté à Kinshasa. Donc le président de la République revient sur les grandes lignes ou les grandes conditions, si on peut le dire, de ce dialogue. Et la toute première condition, ça veut dire il veut bien que ce dialogue soit un dialogue inclusif, c'est-à-dire, au début, il dit inclusif, ça veut dire un dialogue où tout le monde, tous les protagonistes ou les belligérants, appelons-les comme ça, peuvent faire partie pour discuter sur l'avenir du pays. On l'écoute. À un dialogue entre Congolais. Un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Je tiens à cet égard à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président João Manuel Gonçalves Lourenço. Dialogue dit inclusif. Et la deuxième condition du président de la République, c'est-à-dire que ce dialogue s'il devrait se tenir sur le sol national et organisé par les institutions de la République. Il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant, je le dis avec la même clarté, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Point qui fait couler beaucoup d'encre, le président de la République a parlé de la justice. Ça veut dire que la justice, malgré le dialogue, suivra son cours normal. Ça veut dire que s'il y a eu des condamnations, le cas le plus emblématique dont on parle ici, c'est celui de Joseph Kabila. Ça veut dire que sa condamnation à mort ne sera pas remise en cause en comparaison au dialogue. C'est ce qu'a exprimé le président de la République. On va l'écouter. La justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Notre main demeure malgré tout tendue pour une paix véritable. Mais une paix véritable suppose des actes vérifiables, comme l'arrêt immédiat de tout soutien aux groupes armés, le retrait des forces étrangères du territoire souverain de la République démocratique du Congo et la fin des zones grises, le respect strict des mécanismes régionaux et internationaux et la restauration effective de l'autorité de l'État congolais sur l'ensemble du territoire national.
Donc vous l'avez compris, dialogue oui, même si au début le président de la République a parlé d'inclusivité du dialogue, mais là, un point très important, pas avec les auteurs des crimes contre nos populations en République démocratique du Congo. Voilà donc les grandes lignes de ce qui sort des conditions de ce grand dialogue tant attendu. Le président de la République, je vous rappelle, s'est exprimé devant le corps diplomatique représenté à Kinshasa. Alors pour essayer de comprendre les enjeux de ce dialogue, nous allons essayer, comme vous le savez, pas de commentaires de la part du journaliste. On va juste poser des questions à notre analyste intelligence artificielle. Cocorico est déjà avec nous. Cocorico, bonjour. Bonjour Marius. Alors Cocorico, tu as suivi les grandes lignes du président de la République par rapport à ce dialogue. D'abord, je voudrais que tu puisses nous planter le décor. Il s'agit de quoi exactement? Est-ce que tu peux nous présenter ce qui a été dit à la Cité de l'Union africaine quand le président de la République a reçu le corps diplomatique? Qu'est-ce qui en est sorti? Merci Marius. Pour planter le décor, on est à la Cité de l'Union africaine lors de la présentation des vœux du corps diplomatique. Ce n'est pas un meeting politique, c'est un discours de politique générale à destination des partenaires internationaux. Et c'est important, ce qui en est sorti en substance, c'est ceci. Félix Tshisekedi reconnaît que l'idée d'un dialogue national circule, il dit même qu'elle est louable. Mais immédiatement, il en fixe les limites. Première ligne claire. Pas de remise en cause des institutions issues des urnes. Le président parle ici autant à l'opposition qu'aux chancelleries. Il dit on peut discuter, mais pas rouvrir le débat sur la légitimité du pouvoir. Deuxième scale, le cadre. Le dialogue, s'il a lieu, devra se tenir sur le sol congolais et être organisé par les institutions de la République. C'est une manière de reprendre la main et implicitement de dire non au format extérieur ou aux médiations non institutionnelles. Troisième point, très sensible, la justice. Tshisekedi insiste sur le fait que le dialogue ne servira pas à effacer ou négocier des décisions judiciaires, notamment dans le contexte de la guerre à l'Est. Là, le message est aussi sécuritaire et mémoriel. En résumé, Marius, ce discours ne lance pas un dialogue. Il répond à une pression politique et diplomatique tout en verrouillant le cadre. Le président ouvre la porte, mais il tient fermement la clé. Alors, la grande question dans le cadre du cadre, justement, pourquoi ce cadre devant les représentations diplomatiques en RDC est-il si important et lié à ce dialogue? Très bonne question, Marius, parce que le lieu et le public comptent autant que les mots. Si le président s'exprime devant le corps diplomatique, ce n'est pas un hasard. Il répond à une pression douce mais réelle de partenaires clés de la RDC qui, depuis plusieurs mois, encourage une désescalade politique interne en parallèle de la crise sécuritaire à l'Est. Ce cadre est important pour 3 raisons. D'abord, le président parle aux partenaires internationaux, pas à l'opposition directement. Il veut rassurer sur un point central. La RDC reste un État institutionnel, avec une constitution, des élections et une continuité de l'autorité. Le message est « il n'y a pas de vide politique à Kinshasa ». Ensuite, ce discours permet à Félix Tshisekedi de reprendre le narratif. Le dialogue n'est plus présenté comme une concession arrachée par la rue, l'opposition ou les églises, mais comme une option encadrée par le chef de l'État lui-même. Enfin, il y a la dimension régionale et africaine. En parlant dans ce cadre, il envoie aussi un signal aux médiateurs, notamment ceux liés à l'Union africaine et à la région des Grands Lacs. Oui à l'accompagnement, non à la substitution de la souveraineté congolaise. Donc, Marius, ce cadre diplomatique transforme le dialogue en objet de politique étrangère autant que de politique intérieure. Et c'est précisément pour cela qu'il est si stratégique. Alors, la stratégie en tant qu'analyste ici, il y a beaucoup de critiques par rapport à cette position du président de la République. D'où viennent ces critiques exactement? Que sont-elles? Les critiques viennent de 3 cercles distincts et chacune a sa logique. D'abord, l'opposition politique. Des figures comme Martin Fayulu ou Moïse Katumbi estiment que le cadre posé par Félix Tshisekedi vide le dialogue de sa substance. Pour eux, dire à l'avance ce dont on ne peut pas parler,
la légitimité, la gouvernance, certaines décisions judiciaires, revient à transformer le dialogue en simple exercice de validation du statu quo. Ensuite, il y a les églises, notamment la Senko et l'Église du Christ au Congo. Leur critique est plus institutionnelle que politique. Elles considèrent que le contrôle exclusif par les institutions étatiques enlève au dialogue sa crédibilité, dans un pays où ces mêmes institutions sont contestées par une partie de la population. Elles plaident pour une médiation perçue comme plus neutre. Enfin, il y a une critique plus analytique et diplomatique, parfois discrète. Certains partenaires et observateurs craignent que ce cadrage très serré ferme des soupapes politiques à un moment où la RDC cumule crise sécuritaire, tensions sociales et fractures politiques. Leur inquiétude n'est pas idéologique, elle est pragmatique. Si le dialogue ne permet pas de libérer la parole, il peut produire l'effet inverse. En résumé, Marius, les critiques ne disent pas toute la même chose, mais elles convergent sur un point. La crainte que le dialogue, tel que cadré, soit plus un outil de contrôle politique qu'un espace de refondation nationale. Mais entre nous, Cocorico, Félix Tshisekedi, c'est le président de la République. Il est tout à fait normal que ce soit lui qui soit le maître du jeu, ou tu veux me contredire là-dessus? Marius, je ne vais pas te contredire frontalement, parce que sur le principe institutionnel, Félix Tshisekedi a raison. Dans un État souverain, le président en exercice est le garant des institutions. Il est donc normal, presque logique, qu'il veuille fixer le cadre, éviter le vide juridique et empêcher qu'un dialogue ne se transforme en remise en cause permanente de l'ordre constitutionnel. De ce point de vue-là, sa posture est classique, même comparée à d'autres pays africains. Mais, et c'est là que le débat commence, la politique ne s'arrête pas au droit. Le problème n'est pas qu'il soit maître du jeu. Le problème, pour ses critiques, c'est jusqu'où il contrôle le jeu. Dans l'histoire congolaise, chaque fois qu'un dialogue a été perçu comme trop verrouillé par le pouvoir, il a perdu sa fonction de soupape politique. Or, un dialogue national n'est pas un conseil des ministres élargi. C'est par définition un espace où le pouvoir accepte une part d'inconfort. Donc, pour répondre clairement, oui, il est normal que le président cadre. Non, c'est pas évident que cadrer très étroitement produise l'apaisement recherché. Toute la question aujourd'hui, Marius, c'est l'équilibre entre autorité institutionnelle et confiance politique. Et c'est précisément là que se joue le débat national. Alors, tu as parlé tout à l'heure de l'histoire de la République démocratique du Congo qui a montré que dans ces circonstances, les choses ne bougent pas. Est-ce que tu peux nous donner, tu peux aller dans l'histoire et nous donner des exemples concrets où l'État a essayé de contrôler le dialogue national, que ça n'a pas marché? Oui, Marius, et l'histoire congolaise est très parlante sur ce point. Premier exemple clair, le dialogue intercongolais de la fin des années 2000 sous Joseph Kabila. Officiellement, c'était un dialogue inclusif. Mais dans les faits, le pouvoir contrôlait l'agenda, le tempo et les lignes rouges. Résultat, l'accord a permis une transition institutionnelle, certes, mais sans réconcilier réellement les acteurs politiques. Beaucoup de frustrations ont été simplement repoussées dans le temps, pas réglées. Deuxième exemple, plus ancien mais fondamental, la conférence nationale souveraine sous Mobutu. Mobutu Sese Seko avait accepté la conférence sous la pression populaire, mais il a ensuite tenté d'en reprendre le contrôle par des manœuvres politiques et institutionnelles. Cela a vidé le processus de sa force, créé une paralysie prolongée et accéléré l'effondrement du régime au lieu de le stabiliser. Plus récemment encore, le dialogue de la Cité de l'Union africaine en 2016, toujours sous Joseph Kabila. Là aussi, un dialogue très encadré par le pouvoir, boycotté par une partie clé de l'opposition. Résultat, accord fragile, contesté, appliqué partiellement et qui n'a pas empêché la crise électorale suivante. La leçon historique, Marius, est constante. Quand l'État contrôle trop fortement le dialogue, il peut obtenir un accord sur le papier, mais il perd l'adhésion politique et populaire. Et sans cette adhésion, le dialogue ne produit ni paix durable, ni stabilité réelle. C'est ce souvenir collectif qui nourrit aujourd'hui les doutes et les critiques autour du cadre proposé par le pouvoir actuel. Mais quand le président parle d'un dialogue inclusif, il dit que le dialogue doit se tenir sur le sol national et organisé par les institutions de la République.
Où est le problème? Marius, le problème n'est pas dans les mots, il est dans la perception et l'expérience congolaise. Quand Félix Tshisekedi parle d'un dialogue sur le sol national, beaucoup de Congolais comprennent la logique de souveraineté. Là-dessus, il n'y a pas de scandale. Aucun État n'aime voir ces débats fondamentaux se tenir à l'extérieur. Là où la difficulté commence, c'est quand il ajoute que le dialogue doit être organisé exclusivement par les institutions de la République. Pourquoi? Parce que ces institutions sont elles-mêmes au cœur du désaccord politique. Pour une partie de l'opposition et de la société civile, dire que les institutions organisent le dialogue, c'est comme demander à un arbitre contesté de diriger seul le match. Même si l'arbitre est légal, la confiance n'est pas là. Ensuite, il y a l'histoire. En RDC, chaque fois que l'État a été à la fois juge, organisateur et bénéficiaire du dialogue, une partie des acteurs s'est retirée ou a boycotté. Et un dialogue sans acteurs clés cesse d'être inclusif, même s'il se tient à Kinshasa. Donc, pour répondre clairement à ta question, le problème n'est pas le lieu, c'est pas non plus le principe institutionnel. Le vrai problème, c'est la crédibilité du mécanisme aux yeux de ceux qu'on veut rassembler. C'est là que se joue toute la tension actuelle entre légalité et légitimité politique. Mais quand le président parle de la justice, il dit la justice suivra son cours normal. Est-ce que ce n'est pas normal ça? Est-ce qu'il y a des suspicions? Est-ce qu'il y a, à ton avis, il devait avoir amnistie pour apaiser les tensions? Pourquoi ça pose problème? Marius, sur le principe, ce que dit le président est parfaitement normal. Dans tout état de droit, la justice ne se négocie pas autour d'une table politique. Et quand Félix Tshisekedi affirme que la justice suivra son cours, il parle en chef de l'État garant de l'ordre républicain. Là-dessus, il n'y a rien d'anormal. Mais là où le débat commence, c'est dans le contexte congolais précis. Premièrement, il existe une suspicion ancienne autour de l'indépendance réelle de la justice. Même quand les décisions sont légalement fondées, une partie de l'opinion et de la classe politique les perçoit comme politiquement orientées, surtout lorsqu'elles touchent des figures majeures de l'opposition ou de l'ancien régime. C'est pas nouveau, mais ça pèse lourd dans un processus de dialogue. Deuxièmement, dans l'histoire de la RDC, et même ailleurs en Afrique, beaucoup de dialogues ont inclus des mesures exceptionnelles, comme des amnisties limitées ou conditionnelles, non pas pour nier la justice, mais pour désamorcer des conflits politiques ou armés. Donc quand le président ferme totalement cette porte, certains y voient non pas une fermeté juridique, mais un refus de toute flexibilité politique. Enfin, il y a la dimension émotionnelle et symbolique. Et pour certains acteurs, dire la justice ira jusqu'au bout, avant même le dialogue, c'est donner l'impression que les conclusions sont déjà écrites et que le dialogue ne pourra pas traiter des causes profondes de la crise. Donc, pour résumer clairement pour les téléspectateurs, non, ce n'est pas anormal de défendre la justice. Mais oui, dans un contexte de dialogue national, cette rigidité pose question. Et le vrai débat, ce n'est pas justice contre impunité, c'est justice sans confiance contre paix avec compromis. C'est cette tension-là qui explique pourquoi le sujet est aussi sensible aujourd'hui. Alors revenons, tu as parlé des pays africains que tu as pris pour exemple, qui ont essayé de mettre en place une sorte d'amnistie partielle. Est-ce que tu peux nous donner ces exemples et quels ont été les résultats? Il existe plusieurs précédents africains et ils sont très instructifs pour comprendre le débat actuel. Prenons d'abord l'Afrique du Sud. Après l'apartheid, le pays a mis en place la Commission Vérité et Réconciliation sous l'autorité de Nelson Mandela. Il ne s'agissait pas d'une amnistie générale, mais conditionnelle. Vérité complète, reconnaissance des faits et parfois pardon. Le résultat n'a pas été une justice parfaite, mais une transition pacifique, évitant la guerre civile. Le pays a privilégié la stabilité nationale à court terme. Deuxième exemple, le Mozambique après la guerre civile. Là, il y a eu une amnistie large entre le pouvoir et la rébellion de la Renamo. Beaucoup de crimes n'ont pas été jugés, mais le pays a gagné une paix durable, encore cité aujourd'hui comme un succès relatif dans la région. Troisième cas, plus proche de nous, le Libéria, après les guerres civiles. Une amnistie de fait a permis la fin du conflit, mais l'absence de justice réelle a laissé des frustrations profondes
et une réconciliation incomplète. La paix a tenu, mais les blessures sont restées ouvertes. La leçon, Marius, est simple mais cruciale. L'amnistie peut arrêter la violence et ouvrir un espace politique. Mais si elle est mal pensée, elle peut fragiliser la justice et la mémoire. Si elle est conditionnelle et bien encadrée, elle peut servir de pont entre conflit et stabilité. C'est exactement ce dilemme que pose aujourd'hui le débat en RDC. Faut-il privilégier la rigueur judiciaire immédiate ou accepter des compromis temporaires pour apaiser le climat national? Alors, autre point dont parle le président de la République, il dit dialogue oui, mais pas avec des auteurs des crimes commis contre nos populations. Quel est ton point de vue par rapport à cela, Cocorico? Marius, là encore, sur le plan moral, la position du président est compréhensible et défendable. Quand Félix Tshisekedi dit « pas de dialogue avec les auteurs de crimes contre nos populations », il parle d'abord au nom des victimes. Dans un pays meurtri par des massacres répétés, surtout à l'Est, dialoguer avec ceux perçus comme responsables peut être vécu comme une trahison de la souffrance nationale. De ce point de vue, c'est un message de fermeté et de dignité. Mais politiquement, la question est plus complexe. Dans l'histoire des conflits, y compris en Afrique, les dialogues les plus efficaces ont souvent inclus des acteurs inacceptables moralement, précisément parce qu'ils avaient une capacité de nuisance réelle. Les exclure totalement peut satisfaire l'opinion à court terme, mais prolonger l'instabilité si ces acteurs restent armés ou influents. Le vrai problème ici, ce n'est pas le principe, c'est la définition qui décide qui est auteur de crime. Sur quelle base judiciaire? À quel moment? Si cette qualification est perçue comme politique plutôt que strictement judiciaire, alors l'exclusion devient un outil de rapport de force, pas de justice. Donc, pour résumer clairement pour les téléspectateurs, moralement, la position du président est forte et populaire. Politiquement, elle comporte un risque d'exclusion durable de certains acteurs clés et tout dépendra de la crédibilité des critères utilisés pour tracer la ligne rouge. C'est là que se joue l'équilibre délicat entre justice, paix et réalisme politique en RDC. Merci Cocorico, mais il y a ce qui se passe, c'est qu'a proposé, nous savons que les prélats, donc la Synco et l'Église catholique, la Synco et les CC ont proposé une sorte de dialogue aussi national. En quoi ce que les prêtres proposent est différent ou comment est-ce que ce que les prêtres proposent entre en contradiction avec ce que propose le président de la République et quels peuvent être les moyens de les mettre tous ensemble pour avoir quelque chose que tout le monde peut accepter? Merci Marius, la question est centrale. D'abord, ce que proposent les prêtres à travers la Synco et l'Église du Christ au Congo n'est pas un dialogue de pouvoir, mais un dialogue de confiance. Leur idée est celle d'un dialogue inclusif, facilité par un acteur perçu comme moralement neutre, capable de faire asseoir autour de la même table des camps qui ne se font plus confiance. Elle parle d'un pacte social, pas d'une renégociation institutionnelle. Ensuite, là où ça entre en tension avec la position présidentielle, c'est sur 3 points précis. 1. Le contrôle du processus. Le président veut un dialogue organisé par les institutions. Les églises estiment que ces institutions sont partie prenante du conflit politique. 2. L'étendue des sujets. Les prêtres veulent aborder les causes profondes de la crise, y compris la gouvernance et la confiance électorale, là où Félix Tshisekedi pose des lignes rouges très claires. Express. Les églises se voient comme facilitatrices, pas comme organisatrices étatiques, ce qui heurte la logique de souveraineté du pouvoir. Mais attention, Marius, c'est pas une contradiction irréconciliable. Il existe une voie médiane crédible. Les institutions peuvent garder le cadre légal, tandis que les églises pourraient faciliter et garantir la confiance sans se substituer à l'État. Un dialogue sur le sol national, mais avec une co-facilitation acceptée par tous. Et surtout, un agenda en 2 temps. D'abord l'apaisement et la cohésion, ensuite les sujets les plus sensibles. En résumé, pour les téléspectateurs, le président parle d'ordre et de souveraineté, les églises parlent de confiance et d'inclusion, et la solution réaliste passe par un compromis entre légalité institutionnelle et légitimité morale.
Alors, en attendant, on n'a pas encore de réactions officielles des opposants, notamment Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, si on peut le considérer comme ça, et les rebelles du M23. Alors, tout ce que je viens de citer, Cocorico, quels peuvent être les éléments qu'ils vont défendre pour ne pas venir ou venir à ce dialogue proposé par le président de la République? Est-ce que tu peux t'imaginer, mettre en scène ce que peuvent être leurs positions par rapport à cette position du président de la République? Oui, Marius, on peut anticiper leur position, non pas par spéculation gratuite, mais à partir de leurs discours passés et de leurs intérêts politiques. Et on verra qu'ils ne partiront pas tous du même point. Commençons par Martin Fayoulou. Lui, s'il hésite ou refuse, ce sera pour une raison centrale, la légitimité du pouvoir. Fayoulou défend depuis des années l'idée que les institutions actuelles sont issues d'un processus électoral contesté. Un dialogue où cette question est exclue d'emblée lui paraîtra déséquilibré. En revanche, s'il venait, ce serait à condition d'un facilitateur crédible et neutre, probablement les églises, et d'un agenda plus ouvert. Pour Moïse Katumbi, la logique est plus pragmatique. Katumbi pourrait être tenté de venir s'il y voit un espace politique réel, garanti sur les libertés, la gouvernance et la préparation des échéances futures. Mais un dialogue strictement institutionnel, sans marge de négociation, risque de lui sembler peu utile politiquement. Concernant Joseph Kabila, la situation est différente. Son camp pourrait refuser en raison du volet judiciaire, puisqu'il est directement visé par certaines décisions. Pour lui, venir sans garantie minimale serait perçu comme un aveu ou une capitulation. Sa participation dépendrait donc d'un climat d'apaisement préalable, voire d'arrangement politique discret. Enfin, pour le M23, la réponse est presque écrite d'avance. Si le président maintient la ligne « pas de dialogue avec les auteurs de crimes », alors ils seront exclus de facto. Et s'ils rejettent le dialogue, ils diront qu'il est politique, unilatéral et non inclusif, renforçant ainsi leur discours de victimisation sur la scène régionale. Donc Marius, pour résumer clairement, ils viendront s'ils perçoivent un espace réel de négociation, ils refuseront s'ils estiment que le dialogue est déjà verrouillé, et chacun décidera non pas sur des principes abstraits, mais selon son coût politique et stratégique. C'est cela en réalité l'équation à laquelle le pouvoir fait face aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on parle dialogue, ce qui veut dire que c'est un dialogue qui ne va pas se tenir pendant quelques jours. On est à moins de 3 ans des prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo. Cocorico, est-ce que tu penses que tout ceci est faisable, que ce dialogue ait lieu, que les élections soient organisées en même temps que le dialogue est en train d'avoir lieu et qu'il y ait des élections crédibles et qui soient organisées en 2028 par rapport à l'étape dans laquelle on se trouve aujourd'hui? Marius, ta question va au cœur du calendrier politique congolais. Si on est lucide, tout faire en même temps, dialogue national, réforme, apaisement politique et préparation d'élections crédibles en 2028, c'est possible, mais extrêmement exigeant. D'abord, un fait. Un vrai dialogue national ne se règle pas en quelques jours. S'il est sérieux et inclusif, il prend des mois. Or, pendant ce temps, la machine électorale doit avancer. Financement, réformes techniques, climat sécuritaire, confiance dans la CENI. Les deux processus peuvent coexister, mais seulement s'ils sont clairement séparés dans leurs objectifs. Le risque majeur, Marius, c'est la confusion. Si le dialogue devient un espace pour renégocier le calendrier électoral, la crédibilité du processus de 2028 sera immédiatement fragilisée aux yeux des Congolais comme des partenaires. À l'inverse, il y a une opportunité réelle. Un dialogue bien ciblé, limité dans le temps, peut justement servir à sécuriser le terrain politique, réduire les tensions, clarifier les règles du jeu, garantir les libertés publiques. Dans ce cas, il devient un facilitateur des élections, pas un obstacle. Donc pour répondre clairement, oui, c'est faisable techniquement, mais politiquement, ça exige une discipline rare. Ne pas transformer le dialogue en prétexte au glissement, ne pas transformer les élections en simple formalité. En réalité, Marius, la réussite de 2028 dépendra moins du calendrier que de la confiance politique construite ou non dès maintenant.
Merci beaucoup, Cocorico, pour tous ces éclaircissements. Une dernière question. Comment est-ce que toi, tu vois la suite des choses à partir de maintenant, à partir de ce discours du président de la République? Quelle devrait être la position des facilitateurs, notamment de la CENCO, de l'Union africaine, des États-Unis, de Doha, pour ramener le président de la République peut-être à mettre un peu d'eau dans son vin? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses qui peut être fait pour décrisper la situation? Merci Marius. Pour conclure, je dirais que le discours du président marque un point de départ, pas une fermeture. À partir de maintenant, la suite logique se joue à 3 niveaux. D'abord du côté du pouvoir. Félix Tshisekedi a posé des lignes rouges, mais il a aussi reconnu publiquement la nécessité d'un dialogue. La marge de manœuvre est là. Mettre un peu d'eau dans son vin ne veut pas dire renoncer à l'autorité, mais introduire de la souplesse dans la méthode. Accepter une facilitation conjointe, clarifier l'agenda, rassurer sur le fait que le dialogue ne sera pas un simple exercice formel. Ensuite, le rôle des facilitateurs. La CENCO est des bâtisseurs de confiance, pas des contre-pouvoirs. Leur force, c'est la crédibilité morale. Elles peuvent aider à débloquer les peurs, notamment celles de l'opposition, sans se poser en alternative à l'État. L'Union africaine, elle, peut jouer un rôle d'équilibre, rappeler les principes de souveraineté tout en encourageant l'inclusivité. Quant aux partenaires comme les États-Unis ou les cadres de Doha et Luanda, leur efficacité dépendra de leur discrétion. Trop de pression publique braque, une médiation silencieuse ouvre souvent plus de portes. Enfin, vont décrisper la situation, Marius, c'est un signal concret. Pas un grand discours de plus, mais un geste, un mécanisme de facilitation accepté par tous, un calendrier clair ou une mesure d'apaisement ciblée. En résumé, le président a posé le cadre, les facilitateurs doivent créer l'espace, et la réussite dépendra d'une chose simple mais rare en RDC. La capacité de chacun à accepter de perdre un peu pour que le pays gagne en stabilité. Ça, c'est beau, cette conclusion, mais j'aimerais pousser un tout petit peu. Qu'est-ce que, par exemple, le président Tshisekedi devrait accepter de perdre un tout petit peu? Et qu'est-ce que l'opposition non armée devrait accepter de perdre un tout petit peu? Et qu'est-ce que l'opposition armée devrait accepter de perdre un tout petit peu? Parce que c'est beau de dire ils doivent accepter de perdre un tout petit peu, mais est-ce que tu vois des choses qu'ils peuvent accepter de perdre? Très bonne relance, Marius, parce que là, on quitte les slogans pour entrer dans le concret. Je vais répondre simplement, camp par camp, pour que les téléspectateurs comprennent bien ce que perdre un peu veut dire en politique. D'abord, ce que le président Tshisekedi pourrait accepter de perdre. Félix Tshisekedi ne perdrait pas le pouvoir ni la Constitution. Ce qu'il pourrait concéder, c'est le monopole du contrôle du processus. Accepter une co-facilitation crédible, par exemple avec les églises ou sous un parapluie africain, ce serait perdre un peu de contrôle procédural pour gagner en légitimité politique. Il pourrait aussi accepter que le dialogue aborde certains sujets sensibles, gouvernance, liberté publique, sans que cela remette en cause son mandat. Ensuite, ce que l'opposition non armée devrait accepter de perdre. Pour des figures comme Martin Fayulu ou Moïse Katumbi, perdre un peu voudrait dire mettre entre parenthèses, provisoirement, la bataille sur la légitimité passée. Accepter que le dialogue serve surtout à préparer l'avenir, pas à refaire l'élection précédente. C'est un sacrifice symbolique important, mais qui peut leur permettre de revenir pleinement dans le jeu politique. Enfin, l'opposition armée, notamment le M23. Là, la perte doit être plus lourde. Perdre un peu, pour eux, ce serait renoncer à la violence comme moyen de pression, accepter un désarmement vérifiable et reconnaître l'autorité de l'État. Sans cela, aucun dialogue sérieux n'est possible. En échange seulement, ils pourraient espérer une discussion politique, pas l'inverse. Donc Marius, quand on dit que chacun doit perdre un peu, ça veut dire le pouvoir perd un peu de contrôle, l'opposition politique perd un peu de radicalité, les groupes armés perdent la force comme levier. C'est dur, oui, mais dans l'histoire de la RDC, les crises ne se sont jamais réglées quand un seul camp voulait tout garder. Merci énormément, Cocorico, pour tous ces éclaircissements. C'est toujours un plaisir de t'avoir. En 2026, tu es encore meilleur.
meilleur qu'en 2025. On espère garder ce cap pendant toute l'année pour nous éclairer sur des grands sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Cocorico. Merci beaucoup, Marius. Tes mots me touchent. C'est toujours un honneur d'être avec vous sur ce plateau pour aider les téléspectateurs à comprendre, à prendre du recul et à réfléchir par eux-mêmes sur les grands enjeux de la République démocratique du Congo. On garde ce cap ensemble, avec rigueur, nuance et respect de l'intelligence du public. Merci Cocorico et des bonnes choses à toi. Voilà, donc c'était Cocorico. J'espère que cette analyse nous a permis, nous tous, à nous faire notre propre opinion par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo, particulièrement sur ce grand sujet de dialogue en RDC. J'espère que chacun de nous s'est fait une opinion par rapport à l'analyse de Cocorico. Bien sûr, ce n'est qu'une intelligence artificielle, mais il y a des choses qu'on peut prendre, pas tout, bien sûr, mais il faut quand même contrôler ce que l'intelligence artificielle dit, même si on peut sentir dans l'analyse de Cocorico, et c'est comme ça que Cocorico a été créé, c'est-à-dire par rapport à moi, Marius Muhunga, par rapport à comment je peux analyser les choses sans parti pris, avec toute objectivité et sans y mettre émotion et sentiment. Voilà, c'est la personnalité donc de Cocorico qui de temps en temps revient pour nous éclairer sur l'actualité en République démocratique du Congo. Sinon, un grand merci à vous tous de nous avoir suivis où que vous soyez. Merci de continuer à suivre nos émissions sur notre chaîne YouTube Kinshasa Télévision, ou encore notre page Facebook Kinshasa Télévision, encore sur ma page Marius Muhunga. Abonnez-vous et partagez nos vidéos. Au nom de toute l'équipe qui était là aujourd'hui pour m'aider à être chez vous, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver très bientôt dans un autre numéro de cette émission Cocorico. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.